Donc, dans cette partie-ci, on va discuter des autres modèles, donc d'autres personnes, d'autres auteurs, hein, qui utilisent le tirage au sort dans un système institutionnel permanent, donc avec des institutions de l'État permanentes. Hein, euh, pour opposer, bien sûr, ces utilisations-là là, aux expériences comme on a fait en Colombie-Britannique ou en Ontario ou dans d'autres pays où on va utiliser le tirage au sort, mais de manière ad hoc, c'est-à-dire de manière avec une institution, mais qui est temporaire. Là, ici, donc, on parle d'institutions toujours qui sont permanentes. Hein? Dans la partie précédente, j'ai exposé essentiellement, ou dans les parties précédentes, hein, j'ai exposé, outre l'Assemblée constitutionnelle qui constitue la clé de voûte de mon système, hein, l'idée d'une Assemblée citoyenne pour le Québec, donc une seconde chambre du Parlement qui émane directement du peuple par l'effet du tirage au sort, et aussi d'une Cour citoyenne, hein, qui permettent à ce système-là de garantir que le pouvoir constitutionnel soit en entier, hein, entre les mains du peuple, en faisant en sorte que toute question d'interprétation constitutionnelle pourrait être portée devant cette cour-là. Et du même coup, hein, on réglerait le problème le problème un peu corsé, si on peut dire, de la nomination des juges dans nos systèmes politiques. Ceci étant dit, hein, euh, il y a quatre autres auteurs, hein, et puis c'est pas inintéressant peut-être d'expliquer brièvement c'est qui ces personnes-là avant de s'y lancer, ou du moins d'où ils viennent. Hein. Le premier modèle dont on va discuter, hein, c'est deux auteurs qui viennent des États-Unis. Ensuite, on va parler d'un auteur français, un professeur d'université qui s'appelle Saint-Omer, hein, qui a énoncé brièvement, mais quand même de manière assez claire, l'idée d'un modèle institutionnel pour la France, ou du moins l'ébauche de ça. Par la suite, hein, on va discuter dans les deux derniers modèles qui vont être présentés, qui, à mon avis, soit dit en passant, sont sûrement les plus intéressants, hein, dans ce sens que les deux derniers modèles, disons, nous posent des défis intéressants, puis nous donnent aussi une perspective intéressante sur comment on pourrait utiliser le tirage au sort. Il y a un de ces modèles-là qui vient de la Grande-Bretagne. L'autre nous vient des pays de Galles, donc d'une nation plus petite, un peu comme le Québec. Donc, essentiellement, hein, on a Angleterre, France, États-Unis, Québec, pays de Galles, si on prend les cinq personnes. Il y en fait 6 parce qu'il y a un livre qui a été écrit par deux personnes. Mais on a quand même, ce qui n'est pas inintéressant, hein, une perspective assez large, finalement, de cette idée-là qui est explorée, mais à différentes sauces et à différents endroits. Hein. Bien sûr, il commence à y avoir plus de personnes qui discutent de ces idées-là, et il y a déjà d'autres personnes qui pourraient être ajoutées à cette liste-là. Hein. Il y a par exemple de mémoire là, de jeunes intellectuels allemands qui ont proposé la même chose pour l'Europe. Hein. Ils en sont peut-être venus à proposer quelque chose de similaire pour l'Allemagne aussi. Et donc, d'une certaine manière, les 5 auteurs en question, hein, duquel je fais partie, constituent peut-être, d'une certaine manière, hein, les précurseurs de cette école-là qu'on pourrait appeler la démocratie citoyenne, hein, pour la distinguer de la démocratie délibérative qui se situe encore, disons, sous la logique du système électoral, essentiellement. Dans cette école-là que moi je nomme démocratie citoyenne pour lui donner un nom, on pourrait peut-être trouver un meilleur nom, mais la grande différence, hein, comme je le disais, c'est que ces modèles-là font tous usage du sort dans un système institutionnel régulier. Hein. Et puis donc, disons, vont de l'avant pour ça. Évidemment, hein, là, il ne faut pas oublier qu'on a quand même une certaine dette dans l'histoire. Hein. Puis les 5 modèles dont on va discuter ici, dont on a discuté du mien déjà, mais que je vais exposer les 4 autres, hein, ont quand même une dette majeure envers la cité d'Athènes antique. Hein. Parce qu'à Athènes, justement, on utilisait ce système-là. Et pour l'instant, les cinq personnes en question, les 5
propositions, plus précisément. Il y a 6 personnes parce qu'il y a une proposition qui vient de 2 personnes. Ces 5 propositions-là s'inscrivent bien sûr dans la modernité, tandis qu'Athènes était d'une certaine manière à une autre époque, mais avait aussi une autre caractéristique, c'est que dans le cas d'Athènes, c'était appliqué. Et dans tous ces cas-ci, ça reste une pensée, ça reste une idée, ça reste un modèle qui vise à être appliqué, mais qui reste à l'état de pensée pour l'instant. Il y a aussi quelques autres modèles que j'ai un peu exclus de la catégorie démocratie citoyenne. Enfin, on pourrait en jaser, là, mais que j'ai un peu mis à l'écart du fait que, autrement dit, il y a d'autres personnes qui ont suggéré d'autres choses. Du fait que ces personnes-là le faisaient soit... Alors, j'ai un modèle en particulier où, de mémoire, les auteurs énonçaient pratiquement qu'ils voyaient ça comme non pas un modèle achevé ou une grande première étape, mais vraiment comme un premier petit pas pour en arriver à quelque chose d'autre. Donc, ce type de proposition-là, bien qu'il s'agisse de propositions institutionnelles, en l'occurrence, il s'agit de personnes en Angleterre qui suggéraient de remplacer la Chambre des Lords par une chambre tirée au sort, mais qui ne lui donnait pas des pouvoirs énormes, puis qui même se mettait la barre plutôt basse, avec l'idée qu'une fois qu'on a un pied à l'intérieur du système institutionnel, là, on pourrait augmenter les pouvoirs, changer les choses. Évidemment, ce type de réflexion-là diffère de ce dont on traite ici parce qu'il ne s'agit pas de réfléchir à comment ça peut être bien utilisé dans nos systèmes politiques, mais plutôt comment de manière pratique ou selon leur conception des contingences, on peut en arriver à mettre en place un modèle comme ça. J'ai mentionné précédemment aussi que moi-même, dans mes réflexions, j'ai pu concevoir, disons, proposer, concevoir, plus concevoir que proposer, mais des modèles un peu comme ceux-là, où on pourrait, disons, de manière moins abrupte pour les élus, commencer à insérer le principe du tirage au sort dans nos systèmes politiques. En revanche, j'en ferai pas des propositions personnellement parce que je pense que d'une certaine manière, c'est un piège. Il faut bien penser le système tel qu'on veut. Et c'est un double piège parce que, entre autres, d'une certaine manière, les choses pressent et il est plutôt évident que notre système est très dysfonctionnel. Donc, ça ne vaut pas la peine, à mon avis, de se doter d'y aller trop par petits pas et puis de compter sur ce qui va se passer dans 100 ans ou 60 ans quand les problèmes auxquels on fait face sont dès maintenant. Puis donc, d'une certaine manière, les 5 modèles dont on traite, on pourrait dire que c'était des... jusqu'à peut-être 2010, là, il y a sans doute il y a d'autres propositions qui sont venues par la suite. Il y en a certainement qui même sont hors de ma connaissance, mais qui sont quand même dans ces modèles-là, restent parmi les plus audacieux. Donc, parmi les précurseurs, les 5 modèles en question restent les plus achevés d'une certaine manière d'un système qui utilisera le tirage au sort. C'est aussi, incidemment, là, je parle d'un point de vue plus pédagogique, mais les plus révélateurs des mécanismes, puis de l'utilité, puis de la potentialité du tirage au sort. Puis donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, c'est intéressant de se pencher sur ces modèles-là et puis de peut-être remettre... Enfin, personnellement, je trouve qu'on ne devrait même pas vraiment trop se pencher sur les modèles mous, là, mais c'est clair que les modèles mous n'ont pas grand intérêt pédagogique. Ils peuvent en avoir un tout petit peu, mais ça reste d'un point de vue démontré qu'est-ce que peut être l'utilité du tirage au sort. Il n'y a pas grand intérêt là. Les 5 modèles en question, au moins 3 des 5 modèles, enfin 2 et demi, disons. Il y a un modèle et demi dans les 5 qui se base sur l'idée essentiellement que le tirage au sort est un mécanisme de sélection politique plus légitime que l'élection. Les autres insinuent ou peuvent avoir cette idée-là, mais vont pas jusqu'à nécessairement l'appliquer d'un point de vue, disons, en arriver
à des conclusions politiques institutionnelles par rapport à cette idée-là. Hein. Autrement dit, il y a certains auteurs qui poussent quand même un modèle de manière assez prononcée, hein, mais qui n'énoncent pas nécessairement que le tirage au sort dans leur conception des choses est supérieur aux élections. Souvent, c'est implicite, là, mais et donc qui n'en tirent pas nécessairement toujours les conclusions politiques. Dans mon modèle, par exemple, hein, j'en tire la conclusion que le pouvoir constitutionnel doit être entre les mains le pouvoir de proposition constitutionnelle doit être entre les mains d'une assemblée constitutionnelle de citoyens tirés au sort. Parce que c'est le pouvoir le plus important dans un État et qu'on ne peut pas se permettre de laisser ce pouvoir-là entre les mains des élus. Et les autres auteurs, de différentes manières, hein, la moitié d'entre nous, si on peut dire, se basent un peu sur la même conception. Évidemment, là, chaque personne va un peu argumenter différemment. Donc, on peut dire que les 5 se basent un peu sur cette idée-là, hein, pour que ça soit clair, sauf que, comme je le disais, il y en a la moitié des 5 qui en tirent des conclusions réelles. Hein. Et puis justement, hein, les 2 premiers modèles que j'aimerais discuter ici sont les modèles qui, disons, en tirent pas nécessairement, hein, une application, n'en tirent pas une application politique réelle. Hein. Ils vont quand même assez loin. Hein. Ils proposent un modèle institutionnel où le tirage au sort serait là, sauf qu'ils ne vont pas jusque dans la théorie politique où ils vont dire que, étant donné que le tirage au sort prime sur l'autre, sur l'élection, hein, sur l'autre mécanisme, il faut en tirer certaines conclusions. Donc, le premier de ces modèles-là, hein, qui est probablement aussi le premier historiquement, hein, qui date de mémoire de 1982, ou du moins du début des années 80, nous vient de 2 auteurs américains. Hein. Il n'est pas inintéressant de mentionner qui sont ces personnes-là. Hein. Bon, il y a une des 2 personnes qui est un prof de Sciences Po, hein, et l'autre personne qui, elle, vient en fait du mouvement écologiste, mais déjà dans les années 80. Hein, puis donc, on peut voir déjà, hein, que il y avait un peu d'avant-garde, là. Hein. Cette personne-là, la première s'appelle Phillips, hein, et puis la deuxième s'appelle Callenbach, hein, C-A-L-L-E-N-C. C-A-L-L-E-N-B-A-C-H. Et Ernest Callenbach est aussi connu pour une autre œuvre, sans doute plus connue pour cette œuvre-là, qui s'appelle en français Ecotopie, Ecotopia en anglais. Et c'est un livre où il explore une idée essentiellement d'une société écologique de l'avenir. Mais déjà, il fait ça dans les années 80-90. Sauf que là, on est en 82, hein, et peut-être sans doute avec une perspective qui n'est pas dissociée de celle-là. Hein, cette personne-là se pose la question, quel genre d'institution politique on pourrait penser dans un État qui veut aller de l'avant, notamment sur la question écologique. Hein. Mais bien sûr, là, il n'est pas dans la même situation de désarroi à laquelle on se trouve présentement face à l'inaction. Hein. À cette époque-là, on pouvait encore imaginer que les gouvernements allaient peut-être prendre la bonne direction. Hein. Et donc, le livre qu'ils ont écrit de mémoire, ça s'appelle The Representative House. Hein. Je suis pas sûr, en fait, je me rappelle pas si c'est le titre du livre, mais ce qui est clair, c'est que c'est le titre de l'institution qu'ils proposent. Hein. Et ce qui est intéressant dans cette production littéraire-là, c'est que les 2 auteurs, il y en a un qui est finalement romancier en plus d'être écologiste et puis penseur politique, hein, mais c'est que dans les 2 cas, hein, ils vont rentrer ils vont nous donner une image de ce que serait la réalité sous un régime comme celui-là. Puis ça, c'est bien intéressant pour faire autrement dit, ils vont rentrer dans comment les gens tirés au sort discutent, puis il y a des élus dans l'autre camp, puis tout ça, puis les discussions qu'il y a, puis tout ça. Hein. Et puis ça, c'est pas inintéressant pour nous donner, disons, un portrait un peu vivant, hein,
évidemment romancé, mais néanmoins réaliste, basé sur l'institution qu'il propose, de ce que seraient finalement les différences, notamment dans un monde où on utiliserait le tirage au sort de manière régulière dans nos institutions politiques. Et donc, leur idée se base d'une certaine manière, il y a une notion de réalisme politique, mais il y a aussi, leur perspective semble être beaucoup plus faire un point, démontrer que ce serait possible et quelle serait justement la réalité sous un régime comme ça. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que ces auteurs-là ne remettent pas la Constitution, en l'occurrence américaine, à plat pour proposer un système institutionnel utilisant le tirage au sort. Ils imaginent une réforme profonde à l'intérieur du système américain, utilisant un peu le cadre institutionnel existant. Et à mon avis, ça c'est en fait, d'un point de vue rhétorique, puis d'un point de vue qualité de l'œuvre, c'est correct. Puis il y a un réalisme là-dedans, je vais expliquer ce que je veux dire par ça, dans ce sens que cette démarche-là n'est pas inimaginable aux États-Unis. Et puis il indique en fait comment on pourrait arriver à cet état de fait-là. Sauf que l'idée de baser sa réflexion sur le système existant reste, dans une certaine mesure, bien sûr, problématique en ce sens que, à mon avis, on devrait plus se baser sur la raison et sur la logique institutionnelle, puis sur quelle utilisation on peut réellement faire du tirage au sort, que d'imaginer une voie rapide d'insertion de cet outil-là à l'intérieur d'un système institutionnel. Mais, comme je le dis, leur proposition reste essentiellement pas polémique dans le sens trop détaché de la réalité du terme, mais reste leur but, c'est de faire un point. Puis que ce point-là, c'est que l'utilisation du sort, c'est possible dans nos systèmes politiques, et c'est d'explorer qu'est-ce que ça donnerait à l'intérieur d'une société qui ferait usage du sort, puis aussi à l'intérieur du système institutionnel où on mettrait en place un système comme celui-là, ou un principe plutôt comme celui-là. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que leur livre se base sur un jeu de mots, qui n'est pas inintéressant du tout. Comme je le disais, l'institution qui propose, c'est The Representative House, et ça, c'est un jeu de mots sur The House of Representatives. Donc, il y a la Chambre des représentants, eux imaginent une chambre représentative. Donc, ils sont en train de dire essentiellement le foutu système électoral, c'est clairement pas représentatif démographiquement de la population. Puis donc, il y a un premier point fort qui est fait avec cette idée-là. Et donc, ils s'imaginent juste, finalement, d'une certaine manière, pas juste, mais entre autres, inverser finalement les deux termes de la Chambre des représentants aux États-Unis. Et puis donc, leur Chambre représentative, et là, c'est la dimension réaliste, c'est que là, je vais un peu de mémoire, je ne voudrais pas qu'on me cite sur la question, puis je veux quand même pas vous induire en erreur au cas où je serais en train de faire une bévue. Sauf que, de mémoire, aux États-Unis, les États pourraient théoriquement décider, chaque État pourrait décider d'envoyer des personnes tirées au sort au lieu d'envoyer des élus. Et donc, théoriquement, ce ne serait pas impossible que certains États commencent à faire ça puis qu'éventuellement ça devienne un genre de standard. De mémoire, c'est leur raisonnement et basé sur ça, ça ne nécessite même pas en fait une révision constitutionnelle. Ce qui est un peu ironique, mais ce qui fait en sorte que ça donne un certain appeal à leur proposition, un certain intérêt, en ce sens que ce serait possible dès maintenant, avec un mouvement fort allant en ce sens-là, de changer la composition de la Chambre des représentants aux États-Unis, ou le mécanisme principal de sélection qui est utilisé pour sélectionner les représentants.
Et donc, hein, l'essentiel de leur livre porte sur cette idée-là où, finalement, on aurait une chambre des représentants où ce seraient des citoyens, des vrais citoyens qui seraient pas là, pardon, et non pas des représentants qui sont soumis à des lobbies et tout ça. Hein. Et donc, ils rentrent dans cette logique très américaine-là, hein, où on sait que le Congrès américain est inondé de lobbyistes. Finalement, il y a beaucoup plus de lobbyistes que de représentants, puis les lobbyistes ont peut-être plus de poids que les représentants eux-mêmes. Hein. Et donc, d'une certaine manière, là, il s'attaque à toute cette logique-là, puis la démonte à l'intérieur du livre pour expliquer comment, sous un régime de tirage au sort, hein, on peut justement corriger toutes ces bévues-là, finalement, du système représentatif qu'on a. Il y a un point qui m'a marqué personnellement dans ce livre-là. Hein? Puis c'est quand on a utilisé, puis c'est peut-être en fait une expression qui était utilisée ailleurs, peut-être que c'est juste moi qui l'ai reconnu là, hein? Mais à un moment donné, il qualifie le système de financement électoral, hein? Puis on parle juste du financement, on ne parle pas du lobbying, d'un système de corruption institutionnalisée. Hein? Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que ça renvoie à un système qui est existant partout, encore aux États-Unis, puis qui est encore plus corrompu là qu'il était à l'époque quand ils ont écrit leur livre. Mais qui essentiellement, c'est quand même curieux là, hein, qu'on est dans un système démocratique, mais qu'on permette à des gens finalement légalement d'acheter nos députés, de leur donner un 100$, un 200$. Avant le changement à la loi électorale au Québec, on permettait 1000, 2000, puis eux, ce qu'ils disaient, ben, essentiellement, c'est que ça, hein, c'est qu'on a juste légalisé un système de corruption à l'intérieur de notre système politique. J'imagine que la critique est peut-être plus large, puis qu'elle est pas inhérente à la logique à contrario, là, ou à l'introduction du sort, où elle n'est pas disons, déterminé par le tirage au sort en tant que tel, mais c'est un point que j'ai trouvé bien intéressant, puis je pense qu'il dit quelque chose d'important. On prend encore une fois, là on a corrigé un peu le système au Québec, mais reste que les députés ont l'obligation, hein, puis les représentants politiques ont l'obligation d'approcher un tas de gens, hein, avec l'idée de soutirer du cash de leur poche, essentiellement. Bien qu'on ait réduit ça à 100$, ça reste quand même ça. Et puis, d'avoir des gens qui décident de finalement les acheter ou leur donner de l'argent pour qu'ils puissent ensuite agir politiquement. Il ne faut pas se cacher que c'est un peu innocent. Il y aurait des moyens de remplacer ça. Par exemple, on pourrait mettre en place un système de bons citoyens, de vouchers, où tous les citoyens auraient un montant égal. Tout le monde aurait peut-être 20$ par année, puis qu'on pourrait donner ce 20$-là aux partis politiques de notre choix. Hein? C'est pas quelque chose qu'ils suggèrent dans leur livre, là, mais ce serait possible, disons, d'adresser cette problématique-là. Et là, on enlèverait absolument toute possibilité, à part par de l'argent illégal qui circule encore sans doute à l'intérieur du Parti libéral puis d'autres formations politiques au Québec, hein, c'est-à-dire du cash direct, à part le fait d'avoir des entrées d'argent comme ça carrément doublement illégales, il n'y aurait pas moyen, hein, de crosser le système comme on le fait présentement. Puis on pourrait mettre évidemment des mécanismes un peu plus forts de contrôle pour ces types de comportements-là. Ceci pour dire que c'est le modèle. Donc, l'intérêt de l'œuvre est davantage pour démontrer la logique d'une institution comme ça. Puis ils font vraiment un bon travail pour ça. Cependant, là, la critique que je me permets de faire ici, puis je pense qu'ils le reconnaîtraient eux-mêmes, hein, c'est que, je ne sais pas si d'ailleurs Philippe c'est encore en vent, je sais que M. Kallenbach est décédé, mais c'est que, en fait, le système institutionnel qu'il propose, hein, il y a 2 chambres aux États-Unis. Hein, il y a le Sénat, qui est absolument non démocratique dans sa constitution, hein, qui ne représente pas
la démographie du peuple américain, absolument pas. Hein. Il y a deux sénateurs par État, puis il y a des États de 40, 50 millions, puis d'autres de moins d'1 million. Hein. Et donc, au lieu de corriger l'organe le moins démocratique, qui est le Sénat américain, par le tirage au sort, hein, pour des raisons disons, de rapidité puis d'efficacité, si on peut dire, politique, ou comme j'expliquais que c'était peut-être possible de passer directement par les États puis de même pas avoir un changement constitutionnel pour le faire, hein, les auteurs proposent de corriger, hein, ce qui est pas mauvais non plus, mais la Chambre des représentants. Donc, il y a une Chambre plus démocratique, une Chambre moins démocratique. Ils vont prendre la Chambre plus démocratique puis en faire une vraiment démocratique. En ce sens que, bon, vous m'excuserez du terme démocratique pour décrire la Chambre des représentants aux États-Unis, là, mais j'ai dit plus démocratique. Il ne faudrait pas qualifier cette chose-là de démocratique en soi. Il y a, comme je l'expliquais précédemment, il n'y a que le tirage au sort qui est essentiellement un mécanisme de sélection politique démocratique. Hein. L'élection, ce n'est pas un mécanisme démocratique. Ceci étant dit, hein, l'intérêt de cette proposition-là, c'est davantage de nous faire rentrer dans un monde de possibles, hein, que d'exposer réellement un système institutionnel pensé, bien pensé. T'sais. Puis je pense qu'ils le reconnaîtraient eux-mêmes. Hein. Je suis certain, en fait, qu'ils reconnaîtraient que le Sénat a beaucoup plus de problèmes que la Chambre des représentants et que, en l'occurrence, hein, le point, hein, qui est à faire a été fait par les auteurs, mais le système institutionnel, lui, n'est peut-être pas à retenir. En revanche, d'un point de vue organisation politique, ce serait peut-être une voie à suivre pour les Américains. T'sais. Parce qu'une fois que la Chambre des représentants serait transformée comme celle-là, pourquoi ne pas, par exemple, hein, au moins transformer le Sénat de la même manière? Hein? Donc là, il y aurait, on pourrait peut-être tripler ou quadrupler le nombre de sénateurs, mais il y aurait peut-être le même nombre de sénateurs par État, mais au moins ce seraient des citoyens normaux, ce ne serait pas, hein, des élus. Mais les auteurs ne vont pas jusque-là, puis, comme je le disais, hein, voulaient faire un point, puis ils ont quand même le mérite aussi de l'avoir fait là, dans les années 82. Là. Ça fait dans les années 80, pardon, mais ça remonte à longtemps, puis les autres propositions vont tarder 30 ans souvent pour arriver sur la table. Fait que là, il faut aussi leur donner qu'ils étaient là avant les autres. Hein. Et donc, le premier système institutionnel, Callenbach et Phillips, nous donne quand même, malgré tout ce que je viens de dire, hein, malgré la critique un peu du système institutionnel qu'ils proposent, nous donne quand même l'idée générale qu'on puisse avoir une chambre élue, une chambre tirée au sort. Hein. Et ça, c'est un principe très intéressant qui va être dans les 5 propositions dont il est question, puis d'autres, en fait, hein, va être utilisé par pratiquement tous les auteurs. Il y a une exception dans les 5 où il n'y a pas 2 chambres, hein, mais tous les autres auteurs, bon, il y en a un autre que c'est un peu compliqué, c'est un autre patente, je vous l'expliquerai plus tard, là, mais disons que cette idée-là d'un bicaméralisme, donc de 2 chambres au Parlement, qui est une vieille idée, hein, il y a beaucoup de parlements qui ont 2 chambres, puis souvent il y a l'idée des régions et puis ou des États et d'une représentation démographique comme aux États-Unis, comme en Allemagne. Hein. Il y a, la plus vieille idée, c'est celle d'Angleterre où tu as finalement les bourgeois, les riches, les lords, hein, et puis la plèbe, en bon français, les communes, hein, qui représentent davantage le peuple. Hein. Mais donc, il y a cet héritage-là dans notre système institutionnel. Hein. Donc, il y a 2 types essentiellement de Sénat. Bon, il y en a plusieurs, là, mais il y a ces 2 gros types-là dans la masse, dans l'ensemble des Sénats qui existent. Mais mon point ici, hein, c'est que ils ont été les premiers finalement à lancer cette idée-là, cette belle idée-là, hein, qu'on puisse avoir une deuxième chambre du Parlement. Dans ce cas-ci, ce serait quasiment la première là, en termes d'importance, mais une des 2 chambres du Parlement qui soit sélectionnée par ce mécanisme-là et que ça enrichirait beaucoup le débat d'avoir ça.
Hein. Il y a d'autres personnes plus tard qui vont le remarquer. Moi-même, mon modèle se base essentiellement au niveau législatif, se base sur cette idée-là. Hein. Et le second modèle que je vais exposer ici, qui est celui d'un professeur français, hein, Saint-Omer, cette personne-là suggère exactement la même chose, mais là, il est un peu plus rationnel, entre guillemets. Hein. Lui suggère de biffer le Sénat français, qui est une vieille patente à sa manière. Là. Puis ça concerne les Français, ça vous concerne un peu moins. Mais bon, le mode de sélection du Sénat français, il est un peu particulier. Là. Sauf qu'il suggère essentiellement d'enlever ça et de remplacer ça par un Sénat citoyen, hein, ou une chambre constituée de citoyens tirés au sort. Et c'est donc le deuxième modèle dont on va discuter. Ce modèle-là a un contexte de présentation qui n'est pas inopportun ou inapproprié de mentionner. Hein. Le professeur de Sciences Po en mémoire, c'est peut-être un prof de droit, même de mémoire, c'est Sciences Po en question, hein, commence par, en fait, ou plutôt inscrit cette courte proposition-là, relativement courte, hein, dans un livre sur le tirage au sort. Donc, il fait une histoire du tirage au sort, cette idée-là, etc., comment que ça s'est utilisé jusqu'à son époque un peu. Hein. Et là, il en arrive à un moment donné, dans le cadre de ce livre-là, exposé dans une page et demie à peu près, de mémoire, quelques pages au plus, hein, l'idée d'une réforme profonde du Sénat français. La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est qu'en fait, c'est pas l'objet principal de son livre, hein, et puis il s'agit même pas d'un article complet sur la chose, il s'agit d'une idée lancée dans une discussion plus large. Hein. Et donc, je voudrais pas qu'on prenne nécessairement cette idée-là comme étant... je ne sais pas dans quelle mesure l'auteur ne serait pas... voudrait peut-être la réviser ou l'approfondir d'une certaine manière. Mais néanmoins, hein, il va quand même dans le détail. Hein, de manière à nous donner quand même un paysage institutionnel fort différent. Hein. Et M. Saint-Omer, donc, nous propose de, premièrement, hein, éliminer la vieille patente du Sénat français. Hein. Et puis, je pense qu'il utilise le terme de Sénat citoyen, mais essentiellement d'avoir une seconde chambre qui est sélectionnée par le tirage au sort. Hein. Et qui, en termes de pouvoir, là, va lui accorder un ensemble de pouvoirs propres. Hein. Si vous vous rappelez de mon modèle, hein, j'ai distingué ce que j'appelle les pouvoirs propres de l'Assemblée citoyenne et puis les pouvoirs législatifs réguliers. Hein. C'est à peu près la même distinction que M. Saint-Omer va faire. Et donc, il va suggérer de leur octroyer des pouvoirs en matière d'initiative constitutionnelle ou de révision constitutionnelle, en matière de médias, en matière de loi électorale, en matière de financement électoral et en matière de nomination de certaines autorités aussi à l'intérieur de l'État qui doivent être indépendantes. Hein. Et donc, essentiellement, hein, il va leur donner un ensemble de pouvoirs propres où, présentement, hein, les élus sont dans tous ces champs législatifs-là, qui sont nombreux et très importants, en flagrant conflit d'intérêts. Hein. Pour être parfaitement franc, ma mémoire me fait un peu de défaut par rapport aux législatifs réguliers, probablement un droit de proposition sur les lois régulières, hein, comme un droit d'enrichissement qu'on appelle, hein, du processus législatif, ou un peu comme le Sénat actuel finalement, hein, où le Sénat va pas avoir exactement un gros mot à dire, mais va suggérer des amendements pour améliorer les projets de loi qui viennent devant la Chambre des communes, devant l'Assemblée nationale française plutôt, dans ce cas-ci. Bon, cette proposition-là est intéressante aussi parce qu'elle identifie des champs particuliers où, puis une logique, hein, celle du conflit d'intérêts, où ces pouvoirs-là seraient nécessairement mieux gérés s'ils étaient entre les mains des citoyens et non pas des élus qui sont à la fois juges et partis pour toutes ces questions-là. Hein. Incidemment, et là, c'est pas inintéressant, hein, c'est comme je vous l'ai dit, ces modèles-là ont souvent sont apparus de manière indépendante. Hein. Et pratiquement tous les champs que M. Saint-Omer identifie
ont été aussi, dans le cadre de mon système institutionnel, identifiés comme étant ceux prioritaires d'une certaine manière, ou là où il y avait un espace potentiel de champ législatif propre pour les institutions citoyennes. La grande différence, c'est que M. Saint-Omer les mettrait tous à l'intérieur d'une institution. Moi, je sépare le pouvoir constitutionnel du fait de son importance et je lui octroie un statut puis une institution particulière. Lui, il met tout dans le Sénat français. Mais je ne vous cacherai pas aussi que son modèle va un peu rapidement, dans le sens que c'est une page et demie, et que c'est l'idée de lancer plutôt une genre de réforme du Sénat qui pourrait aller dans ce sens-là, plutôt que d'énoncer de manière exhaustive un modèle institutionnel basé sur des principes, pas logiques, là, mais politiques, formels, donc sa proposition constitue davantage une invitation au débat, si on peut dire, sur cette base-là, qu'une proposition extrêmement formalisée sur un système comme celui-là. Ces deux propositions-là sont intéressantes déjà. Ils ont en commun l'idée d'ajouter une deuxième chambre du Parlement. Dans les deux qu'on va voir qui vont suivre, là, on va aborder d'une certaine manière un autre niveau. On va avoir un autre niveau de réflexion, c'est-à-dire que dans ces deux cas-là, on se situe encore en gros au niveau de la réforme. L'idée qu'il faudrait changer les choses, puis voici les avenues possibles pour le faire. Et il y a quand même une remise en question assez fondamentale du principe électoral, au point où on changerait le mécanisme de sélection pour une des deux chambres au Parlement ou au Congrès. Mais dans les deux cas, je pense qu'il est plutôt juste de dire qu'il s'agissait de lancer une idée, davantage que vraiment bâtir un système institutionnel sur la base de ce nouveau mécanisme-là qui est le tirage au sort, puis de se poser des questions comme qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec. Et donc, non pas que ces auteurs-là n'aient pas répondu indirectement à cette question-là, mais disons... comme je pense que je me répète là, mais leur but, c'était pas de bâtir un modèle institutionnel à partir de zéro. C'était de faire un point que c'était possible et donner une piste dans laquelle les réflexions futures, d'une certaine manière, peuvent s'orienter. Puis comme je le disais, dans les modèles qui vont suivre, on va en arriver à des propositions plus audacieuses, mais aussi, j'ose dire, mieux réfléchies. D'une certaine manière, là, plus pensée et plus originale aussi, incidemment, qui, nous donne un portrait, je pense, meilleur, d'une certaine manière, des opportunités, puis de la profondeur des questions qu'on peut se poser avec ce beau mécanisme-là qui est le tirage au sort. Donc, pour l'instant, je vais vous laisser là-dessus. Puis dans la prochaine présentation, je vais aborder à tour de rôle là, chacun des deux autres modèles et puis lier tout ça par une réflexion un peu plus large sur la question du tirage au sort dans notre système institutionnel.